L'invité des matins, Daniel Cohn-Bendit, vous les connaissez, c'est bâche à poche, alors, et puis on va faire toute l'émission quand même. Fascinant. Ah oui, fascinant, bien sûr. Puisque vous dites dans votre livre, pour supprimer les partis politiques avec un point d'exclamation, un point d'interrogation, qu'il ne faut pas négliger tout de même la culture, le livre, le cinéma. Vous avez été, je ne savais pas, animateur d'une émission littéraire, Littérature Club, pendant de nombreuses années. Alors je vous propose ceci, imaginez par exemple, voilà, au cinéma, vous ne savez pas quoi voir et vous voyez la bande-annonce sous le synopsis du thriller suivant, un ministre français du budget aimant devant une assemblée nationale sur un compte occulte, décrédibilisé dans un contexte d'austérité. Le gouvernement lance en urgence un vaste plan de moralisation de la vie politique, tandis qu'on apprend qu'un grand responsable d'une confession n'est pas l'auteur de ces textes et notamment n'est pas non plus fourbu des diplômes qu'il dit avoir. Parallèlement, l'Espagne est ravagée par la crise, la famille royale est éclaboussée par une affaire de corruption et de son côté, l'Italie est gouvernée dans l'ombre par un magnat qu'il a dirigé pendant 10 ans. Les États-Unis imposent au Luxembourg une levée du secret bancaire, la Grèce sombre dans la misère, l'Allemagne, elle, concentre les critiques de ses voisins et joue au bon élève moralisateur. Voilà, bref, vous avez compris que ce n'est pas un film, c'est l'Europe de 2013 qui est en ce moment sous nos yeux, loin de Robert Schuman, loin de Jean Monnet. Tous les voyants sont au rouge et les pays de l'Union se demandent comment les remettre au vert. Ah ben ça tombe bien parce que rouge et vert, ce sont justement les couleurs qui ont marqué votre parcours, si je vous ai bien lu, Daniel Cohn-Bendit. Je rappelle que vous êtes député européen depuis 1994, co-président du groupe Vert Halleux au Parlement européen depuis 2002, que vous avez cofondé Europe Écologie, que vous n'y êtes plus et que vous avez décidé tout d'un coup, tout à trac, de prendre votre retraite. Et évidemment, bel âge, beau numéro, à 68 ans, vous arrêtez tout, mais 68, vous dites, je veux me concentrer sur ce chiffre magique de 68. On se demande bien pourquoi. Je note aussi que dans votre livre, Au hasard, qui a été écrit, j'imagine, avant les événements que l'on sait, vous dites, la phrase est très courte, très simple, la République exemplaire, ça n'existe pas. En même temps, c'est pas un scoop, hein. Non, c'est pas un scoop, c'est simplement qu'il y a eu tout un débat, d'ailleurs, dans la campagne présidentielle. Eva Joly a défendu cette idée de République exemplaire. Et je dis non, on peut défendre la République du bien commun. On peut se battre pour le bien commun, mais l'exemplarité part du fait qu'on arriverait à une situation où le personnel politique soit en soi exemplaire. Et exemplaire, ça ne veut rien dire. Et je crois que dans toute cette lutte qu'il y a en ce moment sur la transmission... Ça veut dire quelque chose, vertueux, on ne sort pas des clous, on ne cache pas d'argent, on ne triche pas. Vous aimez la littérature? Un petit peu, vaguement. Écoutez, la littérature est pleine de romans de gens qui veulent être vertueux et qui ne le sont pas. C'est ça, l'être humain en soi. Il n'est pas vertueux. L'être humain peut vouloir aller vers, mais il n'est pas vertueux. Et que quand on dit République exemplaire, eh bien on pose, et c'est ce qui m'opposait sur ce terme à Eva Joly et à tous ceux qui le disent, il peut y avoir une situation où par exemple, tous les exemples que vous donnez aient disparu. C'est pas vrai. Il peut y avoir des institutions de contrôle. Quand on fait une déclaration fiscale, il faut contrôler cette déclaration fiscale. Vous arriverez à une république qui fonctionnera mieux s'il n'y a plus de paradis fiscaux, ce que beaucoup de gens demandent depuis des années, si vous ne pouvez plus faire de l'évasion fiscale, eh bien, vous serez de facto un peu plus exemplaire parce que vous ne pourrez plus cacher votre argent. Donc c'est ça la politique. Et les politiques, c'est pas de demander, moi madame, je sais pas, elle est mariée, est-ce que son homme là-bas ou pas, ou elle bat son homme, je n'en sais rien. Et c'est pas à moi, vous voyez, donc quelqu'un qui me dit je suis exemplaire, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie cachée? Je n'en sais rien et je veux pas le savoir. Mais est-ce qu'il n'est pas normal que les citoyens attendent de leurs dirigeants qui leur demandent en permanence d'être dans les clous, qu'ils soient eux-mêmes parfaitement et peut-être encore plus qu'eux-mêmes dans ces clous-là? Tout à fait normal. Moi, que vous me dites que quand je suis député, je dois faire une déclaration, comme je dois faire une déclaration fiscale, que vous me dites que tous les politiques aient un double contrôle fiscal quand ils font une déclaration d'impôt, je suis d'accord. Ce que je ne crois pas, c'est que l'espace public soit l'institution de contrôle. Je vous raconte une histoire très simple. Vous dites qu'il y a une tentation, Robert
je ne vais pas y arriver. Robespierriste, du coup. Oui. Totalitaire. C'est les Jacobins. Les Jacobins, ils voulaient être exemplaires. Et celui qui n'était pas exemplaire, Danton, à une époque, on passait à la guillotine. Je veux dire, cette histoire... Et le peuple, si on veut, il y a des pulsions, parce que c'est compliqué, de passage à la guillotine. Je vous dis, Monsieur Fillon, qui n'est pas ma tasse de thé, fait une déclaration. Il dit, ma maison coûte 400 000 euros. Tout le monde dit, c'est pas possible. Elle a beaucoup plus de valeur. Donc on commence à discuter. Comment il déclare 400 000 ? Il doit en avoir donné à sa femme. Ah non, c'est pas sa femme, à son fils, etc. C'est sans fin. Comme c'est la suspicion permanente. L'espace public est un espace de suspicion. Je vous donne un exemple. J'ai acheté avec des amis. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je ne publie rien, mais je peux le dire à tout le monde. J'ai acheté avec des amis une maison dans le sud de la France. On l'a acheté à l'époque à 1 million. Donc, vous pouvez calculer combien ça fait. Exactement. Puis, j'ai acheté à Berlin 70 mètres carrés. Alors, tout le monde me regarde. 70 mètres carrés. Donc, ça fait 600 000 euros. Non, les prix à Berlin, c'est 120 000 euros. C'est que dalle. C'est 120 000 euros. Les gens me regardent, le journaliste, mais c'est pas possible. À Paris, pour 120 000 euros, vous avez un garage à 70 km de Paris. Donc, qu'est-ce que vous voulez ? Il me fait une déclaration. Il m'emmène en bateau. Ah non ! Alors maintenant, celui qui lit le journal, il doit faire une enquête publique à Berlin pour savoir ce que vaut le mètre carré à Berlin, pour savoir si ce que je lui ai écrit est quelque chose de crédible ou pas. Non. Ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce que vous venez de dire, à savoir qu'on est dans une question extrêmement complexe et personne ne nie qu'on soit dans une question extrêmement complexe. Fallait-il ne rien faire après l'effet provoqué par les... Alors que fallait-il faire et que pensez-vous des propositions du président de la République pour être concret ? Voilà, pour être concret. Quand il dit il faut une institution qui contrôle, je dis oui. Il faut lui donner les moyens, je dis oui. Il faut plus de contrôleurs d'impôts, je dis oui. Ça, c'est une chose. Donc, comment tout citoyen doit déclarer, tout député doit déclarer, et ce qu'il déclare doit être contrôlé par des institutions faites pour ça. C'est une chose. Et après, eh bien, le jugement de l'institution doit être rendu public. C'est-à-dire que si l'institution dit le député Cohn-Bendit a fait cette déclaration, elle ne correspond pas à la réalité. Ça doit être public. Et ça, vous pouvez en débattre. Bon, c'est une chose. Deuxièmement, quand il s'attaque aux paradis fiscaux, quand il s'attaque à l'évasion fiscale, ça va dans la bonne direction. Ça fait des années que l'on demande au Parlement européen, que l'on demande une chose très simple, ce que font les Américains aujourd'hui, FACTA. Alors voilà, on en parlait d'ailleurs juste avec Hubert Védrine, c'est assez drôle d'ailleurs au fond et paradoxal que ce pays que l'on vilipende depuis ici pour ne pas savoir réguler la question des lois sur les armes, de ne pas savoir abolir la peine de mort, en revanche sur cette question du paradis fiscal et du secret bancaire, presse et pousse les Européens à s'harmoniser et surtout à être plus dans la... Qu'est-ce qu'il a fait, Obama ? Obama, il a dit, il a commencé par les banques suisses, il a dit à UBS et les autres, ou vous me donnez les noms des Américains qui ont des comptes chez vous, ou vous n'aurez plus le droit de faire des affaires sur le marché américain. Et il ne reste plus que 6 mois à la Suisse pour être réglo avec le FATCA. Mais ils y vont dardard. Et maintenant, il fait la même chose avec le Luxembourg, avec l'Autriche et tout ça, ils y vont dardard. L'Union européenne peut faire la même chose. François Hollande peut demander une réunion extraordinaire du Conseil européen et de dire maintenant, c'est fini, on fait la même chose, on fait FACTA européen qui ne déclare pas des comptes. Alors, si vous transférez de l'argent de Paris à je ne sais où, il faut qu'il y ait une information... Aux îles Caïmans, par exemple. Aux îles Caïmans, au hasard. Prenons d'abord l'Europe. Prenons d'abord l'Europe. Suisse-Autriche, c'est-à-dire dans une banque avec la Suisse, l'Autriche, la Suisse qui fera un accord avec l'Europe, c'est que toute banque qui reçoit de l'argent doit déclarer au fisc d'origine qu'il a reçu de l'argent. Vous avez le droit de transférer de l'argent. Si vous avez déclaré votre argent, vous avez le droit de mettre votre argent où vous voulez. Les îles Caïmans, les banques des îles Caïmans, on les connaît. Et on dit à ces banques, si vous ne déclarez pas, vous n'aurez plus le droit d'avoir un pied-à-terre en Europe. Et vous allez voir, et les Américains font la même chose, dardard, et vous verrez que ça ira très vite.
Ça, c'est de la politique. Ça, c'est de la moralisation. Ça, c'est de l'attaque à l'évasion fiscale. Mais qu'on arrête un peu maintenant d'aller fouiner un peu dans le truc qu'on ne peut pas contrôler, C'est ça le problème. Si c'était efficace, au moins je dirais, bon, ça me plaît pas, mais c'est efficace. Mais ce n'est pas efficace. D'ailleurs, comment comprenez-vous que le débat soit transversal? Il n'est pas au fond de droite-gauche. À droite, certains ne sont pas d'accord avec cette histoire de transparence. À gauche non plus. Le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, il semble y être tout à fait opposé hier dans le Figaro en parlant de voyeurisme, par exemple. Donc c'est hors clivage qui plus est. Oui, mais moi, de toute façon, le clivage droite-gauche, j'y crois plus du tout. C'est ce que on en parlera en seconde partie. J'ai cru comprendre ça dans votre livre. Il y a un clivage droite-gauche sur le social. Bah oui. Mais il y a un clivage, par exemple, si vous prenez sur la liberté et la démocratie, entre ceux de droite qui défendent Orban et ceux de gauche qui défendent Chavez ou Cuba, où est le clivage droite-gauche? Sur le problème de l'écologie, entre le productivisme de droite et le productivisme de gauche, il y a des gens de tous bords qui essayent de sortir de cette logique. Sur l'Europe, entre le souverainiste de gauche et le souverainiste de droite, où est le clivage tout simplement droite-gauche. Donc je veux dire, il faut arrêter de simplifier. Il y a un personnel politique qui, confronté à une situation, eh bien les uns réagissent comme ceci, non pas au nom d'une idéologie de gauche, une idéologie de droite, mais il y a des républicains étatistes de droite, des républicains étatistes de gauche. Il y a des gens pour qui, disons, la liberté, c'est quelque chose de plus important. D'ailleurs, c'est très drôle. Celui qui est le plus dur aussi contre, qui n'est pas mon copain toujours, c'est Mélenchon. Mélenchon, alors on peut pas dire qu'il est complètement de droite, lui. Enfin, pas comme on veut. Voilà, donc il faut... Hubert Vertas. Oui, pour en revenir à votre livre, donc qui porte ce titre très très Cohn-Bendit, pour supprimer les partis politiques, point d'interrogation, n'y aurait-il pas un petit peu point d'exclamation. Voilà, point d'exclamation voilà, bon, petit chouïa de provocation. Ce à quoi vous assistez, nous assistons en ce moment, on ne sait pas si c'est une crise de régime, une crise de quoi, enfin en tout cas il y a une crise. Est-ce que ça va dans le sens d'une espèce de décomposition des partis, au moins dans leur fonctionnement français? Oui, enfin, je veux dire que les partis politiques, ce que j'essaye de décrire, le grand problème de fonctionnement des partis politiques, c'est que les partis politiques ont peur de la réalité. Il y a un monde interne, un monde du parti politique où on se fait, disons, une idéologie. Vous dites c'est un blindage, une structure fermée, presque génétiquement hermétique à la société. Oui, c'est-à-dire, et puis tout d'un coup, il y a la société chavire et les partis politiques chavirent avec. Et donc, on chavire en ce moment? Oui. Je vais vous dire, ce qui est terrible en politique, c'est qu'un responsable politique ou un pas responsable, qui soit de l'opposition, dit voilà ce que je propose et il n'y a pas d'alternative à ce que je propose. Si c'est vrai, moi j'arrête de faire de la politique, je rentre à la maison, parce que la politique c'est des mathématiques. Si j'ai la bonne théorie, 2 et 2 font 4, donc pourquoi c'est jamais vrai. Il y a toujours une alternative. Il y en a une, les uns la considèrent plus mauvaise, meilleure, et que toute prise, aujourd'hui, la politique de Hollande est une politique avec des risques. Une autre politique serait une politique avec d'autres risques. Et vous, citoyens, vous choisissez entre des risques. Vous ne choisissez pas sur la bonne, vous choisissez un scénario politique, une hypothèse politique, et vous partagez ce risque en disant que je préfère ce risque à l'autre risque. 8h16. Bonjour Brice Couturier. Bonjour Marc Vanchet. Une chronique sur l'Europe, une chronique optimiste aujourd'hui. Vous allez voir, vous n'avez pas encore vos oreilles. À se focaliser de manière excessive sur l'austérité budgétaire, le débat sur les moyens de sortir de la crise de l'euro dans notre pays s'égare. Car le problème auquel nous sommes confrontés en Europe est moins celui de l'emballement des dettes publiques que celui de la divergence des performances entre les États membres. La monnaie unique était censée, on s'en souvient, faire converger les économies et les politiques budgétaires des pays qui l'avaient adoptée. De même que le grand marché unifié a appelé la création d'une monnaie unique, de même celle-ci était censée imposer à terme une politique budgétaire partagée, une fiscalité alignée, etc. Dans les faits, comme on sait, l'édifice bancal d'une monnaie unique sans autorité budgétaire commune a provoqué le contraire.
des divergences de performance qui ont bien failli emporter l'édifice tout entier, car l'inadaptation aux défis de la crise peut être rendue responsable de l'aggravation brutale de problèmes qui lui préexistaient, à savoir la désindustrialisation et le recul de la compétitivité des pays du Sud et au premier chef de la France. L'aggravation de la corruption politique en Grèce, le gonflement de la bulle immobilière en Espagne et des dépôts russes dans les banques chypriotes. Plus grave encore peut-être, au plan politique, on a vu les opinions publiques du Sud et celles du Nord, là aussi, diverger, entrer en conflit. Les sudistes accusant les nordistes de les étrangler avec une monnaie surévaluée et des politiques budgétaires inutilement rigoureuses, les nordistes répliquant qu'elles ont déjà assez payé pour le laxisme des membres du Club Med et qu'elles refusent de leur confier leur carte de crédit. Des deux côtés, les populismes ont réactivé les vieilles rancœurs, promettant que tout irait beaucoup mieux si chacun retirait ses billes. Il n'y a qu'à ressortir notre bonne vieille monnaie avec laquelle on pourra dévaluer, rembourser les dettes avec des billets de Monopoly, puis reconquérir nos parts de marché à l'export en baissant nos prix, dit-on d'une part. Il n'y a qu'à créer un euro du Nord avec les gens sérieux, Allemagne, Autriche, Finlande, Luxembourg et Pays-Bas, disent les autres, et laisser les cigales régler leurs dettes, devenues non remboursables à coup de décote, comme on l'a fait en Grèce, dit-on de l'autre côté. Sinon, nous serons entraînés dans l'effondrement de la France, le maillon faible qui menace de craquer. C'est exactement la position de Hans-Olaf Henkel, qui est l'ancien président de la Fédération des industries allemandes. Et pourtant, il existe, Marc, vous le disiez, des signes relativement encourageants. Jean Pisani-Ferry les détaillait dans une note toute récente pour Project Syndicate. Le commerce extérieur de l'Espagne surtout, mais aussi de l'Irlande, du Portugal et de la Grèce, longtemps déficitaires, se sont redressés. Les réformes en Italie ont commencé à payer. Certes, cette amélioration reflète dans plusieurs cas davantage un effondrement de la demande intérieure qu'un véritable effort de compétitivité, mais cette contraction était devenue incontournable dans des pays qui ont vécu longtemps au-dessus de leurs moyens. Les exportations de l'Espagne hors UE, il faut savoir, qui ne représentaient que le quart des nôtres à la veille du passage à la monnaie unique, s'élèvent désormais à la moitié. Il y a donc bien un véritable progrès. Ces performances suffiront-elles à permettre à ces pays de se désendetter ? En tout cas, ils ont engagé un processus de dévaluation interne, une stagnation, voire une baisse des salaires, anticipant celle des prix. Dans le même temps, la bonne santé économique de l'Allemagne lui a permis une sérieuse augmentation des salaires, 10% depuis le début de la crise. Bref, le rééquilibrage est en bonne voie. Mais les opinions publiques du Sud accepteront-elles longtemps de payer la facture du prix d'un chômage ahurissant, notamment en Espagne et en Grèce ? La crise de l'euro ne saurait être réglée sans la construction d'un nouveau contrat social, écrit Jan Werner Müller, qui préconise, pour en fixer les termes, des gouvernements de large coalition. En France, où les réformes douloureuses n'ont pas encore commencé, mais où l'ensemble des partis de gouvernement sont en train de sombrer dans le discrédit, cette voie, celle d'une large coalition, est-elle ouverte ? La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Daniel Cohn-Bendit, réaction, commentaire, accord, désaccord ? Non, moi je trouve que la description est tout à fait juste. Ce qui manque, en fait, c'est dans cette situation, une Europe capable, un budget européen capable justement d'intervenir, par exemple dans le Sud, pour accompagner la nécessaire relance. Et c'est là que un peu le chat se mord la queue. C'est-à-dire qu'on tourne en rond, qu'on est incapable aujourd'hui. Le budget européen, c'est 1% du produit intérieur brut. Le budget fédéral américain, c'est 23% du produit intérieur brut. La Californie peut couler en déficit, ça ne fait rien. Il y a l'État américain. Et aujourd'hui, le problème de l'Europe, c'est qu'avec une monnaie unique, on n'a pas l'État fédéral européen avec un budget capable, justement, de corriger les méfaits des dérégulations ou des déséquilibres entre le Sud et le Nord. C'est ça un État, un budget fédéral, c'est pour corriger les déséquilibres, et ça, on ne veut pas nous le donner.
Brice Couturier. Il y a quand même des phénomènes encourageants. D'une part, il y a effectivement une reconvergence de performances économiques qu'on n'attendait pas. Et puis, il y a la mobilité des capitaux et surtout des travailleurs. Je ne sais pas comment on vit en Allemagne le fait de voir arriver 70 000 jeunes Italiens diplômés qui viennent chercher du boulot chez vous. Comme on voit arriver les Grecs et les Portugais, la même chose. On nous disait la monnaie unique, ça ne marchera pas parce qu'il n'y a pas de mobilité interne du travail. On sait qu'aux États-Unis, pour reprendre votre exemple, quand le nord-est a perdu ses industries, les gens ont bougé vers le sud et le sud-ouest. Et là, il y avait du travail. En Europe, on nous disait que ça ne marchera pas à cause de l'obstacle de la langue. On voit le contraire en réalité. Ce qui est en train de se passer, c'est que les jeunes du sud, et ce n'est pas une bonne nouvelle pour ces pays-là, sont en train de converger vers l'Allemagne, chercher du travail, comme ils allaient autrefois en Grande-Bretagne. Oui, non, mais ça, c'est tout à fait vrai. Mais comment vous le vivez, vous, en Allemagne? Vous savez, par exemple, ils sont arrivés 75 infirmiers et infirmières espagnols dans un hôpital du fond de la Bavière. Du fond de la Bavière. Parce qu'il n'y a pas, en Allemagne, il manque, alors il y a des infirmières roumaines, maintenant espagnoles. Donc ça, c'est vrai. C'est vrai que, enfin, il y a aussi une mobilité européenne. Enfin, ça fait partie du marché unique. Ça fait partie que l'espace national n'est plus notre espace, notre perspective, la seule, évidemment que ça reste, perspective de vie. Ça, c'est une chose. Mais quand même, parce que c'est une mauvaise nouvelle pour les Italiens, la chute est juste, il faut quand même qu'il y ait une perspective maintenant que l'Italie ou l'Espagne ou le Portugal aient une capacité de mobilité. La Grèce reste toujours un pays où ils importent 90% de leur énergie. Je sais qu'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vent en Grèce et qu'on ne peut pas faire autrement. Hein, mais vraiment, donc si on ne s'attaque pas à ça et si on n'aide pas les Grecs et si, par exemple, l'Europe avec un budget pourrait avoir un fonds d'amortissement social de la crise, pour qu'il y ait un minimum de protection sociale et sanitaire comme dans un pays comme la Grèce. Tout ça, ça se fait qu'avec un budget européen. Daniel Cormadi, dans votre livre, vous dites que vous aimez l'utopie plausible. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, l'idée d'une Europe fédérale telle que vous la défendez et comme vous la défendez notamment avec d'autres députés qui ne sont pas forcément de votre bord, ce fameux groupe Spinelli, est-ce que cette... Verhofstadt, je me suis fait assassiner. Est-ce que cette Europe... faire un livre avec un libéral. Est-ce que cette Europe est toujours plausible malgré justement la crise aujourd'hui? Absolument, absolument. Une utopie plausible, c'est une utopie qui vous décrit une vision, une orientation partant de la réalité. Aujourd'hui, une chose est simple. Dans 30 ans, plus aucun État européen fera partie du G8. C'est comme ça. Alors, la France, dans 30 ou 50 ans, sera dans le monde ce qu'est le Luxembourg en Europe. On peut, si on veut la décroissance de la France vers le Luxembourg, on a le droit. C'est un choix politique. Je dis, je comprends très bien, on peut très bien vivre au Luxembourg. Hein, mais si on veut autre chose, eh bien, si on veut qu'un idéal de civilisation qui s'est développé en France ou dans d'autres pays, eh bien, on ne le protégera, on ne le fera évoluer que par l'Europe. C'est une utopie plausible, je sais. On est dans le brouillard aujourd'hui. Enfin, vous devez sans doute y croire un peu moins à cette utopie, dans la mesure où vous allez, ne plus briguer de mandat pour 2014, vous baissez les bras, quoi. Arrêtez, vraiment. Je suis depuis 20 ans au Parlement européen. 20 ans. On peut quand même faire de la politique. La première fois que j'ai voté, j'avais, je crois, 32 ans. Parce qu'après, il y a que les idiots qui votent. Donc, on peut quand même faire, à 68 ans, continuer à 69. 68. Oui, élection piège-à-con. Voilà, élection piège-à-con. C'était toute la rhétorique de 60. On peut quand même penser à intervenir politiquement sans être député. Alors, en ce moment, on nous raconte qu'il faut arrêter le cumul des mandats dans le temps. Moi, j'ai fait donc 4 mandats européens. C'est trop. Non, c'est pas trop, j'ai décidé d'en faire. Mais les mêmes gens qui feraient un commentaire en disant il faut arrêter le cumul. Je connais tous les verts qui disent il faut réglementer le cumul dans le temps et tout ça. Ah, mais toi, Dany, tu dois continuer. On est complètement dans l'irrationnel. Non, je continuerai à faire de la politique, mais je ne serai plus député. Bon, c'est pas grave. Hubert Huertas et Daniel aussi. Une phrase de votre livre: seul un mouvement, pas un parti politique, est capable de mettre en branle la société tout entière. J'ai 2 questions à vous poser à partir de cette phrase. Grand 1, n'y a-t-il pas un grand mouvement
contre le fonctionnement de l'Europe à travers toute l'Europe. Deuxièmement, est-ce que ce mouvement, vous ne vous y êtes pas et vous ne vous y opposez pas au nom du Parti de l'Europe ? Alors, premièrement, vous avez raison. Et disons, ça prouve que des fois, il y a des phrases qui ne sont pas pensées jusqu'au bout. C'est vrai, il y a plusieurs mouvements dans une société. Moi, ce que j'ai toujours été frappé en France, c'est vous avez un gouvernement de gauche qui fait une réforme de l'école publique, vous avez 1 million de personnes dans la rue. Vous avez un gouvernement de droite qui fait une réforme de l'école, vous avez 1 million de personnes dans la rue. C'est 2 mouvements réels qui existent. C'est 2 fois dans la société. Ni l'un ni l'autre ne peuvent parler pour la France. Ils peuvent parler pour une partie de la France. Et donc vous avez raison, il y a un mouvement, disons, sceptique, parce qu'ils ne comprennent pas que l'Europe, c'est pas ça, que ça va mal. Et donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai fait ce livre avec Guy Verhofstadt, qui est le président du groupe libéral. Pour dire... Nous avions fait une émission avec vous deux d'ailleurs à Bruxelles il n'y a pas si longtemps. Et pour dire que voilà, il faut que ceux qui pense que c'est dans une structure fédérale européenne que l'on doit débattre des politiques, et là souvent Guy et moi on n'a pas la même position, mais que l'espace politique de décision de l'avenir c'est l'Europe. Et ça il faut continuer, il faut faire que ce mouvement, que ça devienne, que les gens le comprennent. Vous n'êtes pas aussi là dans There is no alternative si, il y a l'alternative. Comparé comme Manit à Margaret Thatcher, c'est assez osé. Il y a l'alternative de devenir le Luxembourg du monde. Donc il n'y a pas d'alternative. Si, mais c'est où la cata c'est pas la cata, le Luxembourg. Le Luxembourg vit très bien. Oui, le Luxembourg, c'est le pays le plus riche d'Europe. Je ne dis pas, je dis simplement, si on a une idée, quand même, regardez, on a fait la Révolution française. Enfin, ils ont fait. J'ai rien fait, pardon. Hein. Moi non plus. La Révolution française, quand on parle en France de la Révolution, tout le monde a les larmes aux yeux. Hein, ça, c'est notre identité. Et je dis, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Oh là là, 2e larme. Je dis, combien de temps vous avez mis à donner le droit de vote aux femmes ? Combien de temps ? 150 ans. Donc, ne me racontez pas que parce qu'on a fait la Révolution, tout était fait. Entre le moment de 1789 et la France est devenue une vraie démocratie, c'est au plus tôt en 1945 avec le droit de vote des femmes. Au plus tôt. Puisque là, au moins, toute la société était représentée dans l'espace politique et pouvait se représenter. Donc, quand je parle d'un processus européen, je sais que c'est pas pour demain. Je sais qu'on va pas voir les États-Unis d'Europe dans 3 ans après le prochain mandat. Je dis simplement que face à la mondialisation, quelles sont les perspectives ? Et je ne crois pas, mais moi je dis, vous prenez un risque avec moi en continuant en défendant l'Europe, et vous prenez un autre risque en disant que ce n'est que la souveraineté nationale qui va nous permettre d'évoluer dans la mondialisation. Ce sont 2 possibilités. Et une évolution du fonctionnement de l'Europe, ça, c'est pas une autre possibilité, c'est ou l'un ou l'autre. Non, mais les États-Unis d'Europe, c'est une révolution du fonctionnement de l'Europe. C'est pas l'Europe d'aujourd'hui. L'Europe, comme elle fonctionne aujourd'hui, intergouvernementale. Mais enfin, c'est complètement débile ce qu'on est en train de faire. Vous pouvez m'expliquer comment 17 ministres des Finances peuvent toute une nuit trouver une solution pour Chypre qui ne tient pas 24 heures, parce que la chose la plus simple, on avait promis, tous les pays européens, de garantir les dépôts à 100 000 euros. Et alors après, on vient me dire, mais monsieur Cohn-Bendit, c'était les Chypriotes qui voulaient ça. 17 adultes ne pouvaient pas dire à monsieur le Chypriote, écoutez, nous avons quand même un devoir de respecter nos citoyens. On ne peut pas comme ça parce que vous voulez pas taxer trop les riches, parce que c'est les Russes, parce que vous avez peur qu'ils partent, que nous, on se mette à dos tous nos citoyens. Enfin, je suis pas tellement intelligent, mais je leur ai dit, moi, si j'avais été à cette réunion, vous allez pas tenir 24 heures. Vous allez pas tenir... Bon, c'est le fonctionnement européen. Mais comme il faut prendre toujours des décisions à l'unanimité, le budget européen, c'est à l'unanimité. Si le budget fédéral américain, c'était 50 gouverneurs qui devaient à l'unanimité décider du budget fédéral américain, eh bien, on l'aurait jamais. Donc, je veux dire, c'est ça, la révolution institutionnelle européenne est nécessaire, la révolution de fonctionnement, la révolution de compréhension. L'Europe que je veux, c'est pas l'Europe qui existe aujourd'hui. Daniel Saldave va intervenir et Brice Couturier. Je reviens peut-être un peu en arrière, mais tout à l'heure, vous avez fait une critique que je partage entièrement sur cette notion de transparence et de pureté qui est derrière, avec toujours cette vieille formule. Un pur trouve toujours un plus pur qu'il est pur.
On en est de là-dedans. Et bon, ça. D'où la question que je voulais... Ben oui, bien sûr. Redites-nous Alors, un pur trouve toujours un plus pur qu'il est pur. Et ça, c'est vrai, c'est la logique robespierriste, c'est vrai. Mais la question que je me posais, c'est qu'il y a eu cette mesure dont on a parlé, qui est, il faudrait que les députés ne fassent pas en même temps un autre métier. Mais je pense à Cincinnatus, moi, le grand héros romain. Il avait lâché sa charrue pour aller au service de l'État, puis quand il a fait ce qu'il devait faire, il est revenu à sa charrue. Est-ce que c'est pas plutôt souhaitable, ça, plutôt que d'imaginer qu'il serait incompatible de faire de la politique et un autre métier ? Alors là, là-dessus, je suis incertain et plutôt contre. Parce que l'autre jour, j'avais pour un ancien député européen qui était venu me voir pour une initiative, et il me dit, écoute, moi j'étais chef d'entreprise. J'avais une petite entreprise de 50 personnes. J'étais député. Si je ferme mon entreprise, je sors, et ben mon entreprise est finie. Je ne peux pas, je dois continuer d'une certaine manière à faire fonctionner mon entreprise. Les fonctionnaires, il me faut rire. Ils ont leur poste, ils peuvent être 5 ans, 10 ans, ils reviennent là où ils sont. Et puis un avocat, c'est pas qu'un avocat d'affaires. On dit toujours, voilà, c'est pour me dire qu'il y a copé, qu'il faut dire que tous les avocats sont des copés. C'est pas vrai. Un avocat qui a un cabinet d'avocats et qui ne veut pas passer sa vie à l'Assemblée, ce qu'on lui demande de ne pas passer sa vie, eh bien, il faut qu'il continue un peu à être dans le métier, parce qu'au bout de 10 ans, sinon, recréer quelque chose, c'est très difficile. Un chirurgien, mais j'espère qu'il va continuer, ou il va passer sa vie au Parlement, ou j'espère qu'il va continuer quand même à intervenir pour que 5 ans après, ou 10 ans après, il soit toujours capable de récupérer ma hanche, je ne sais pas quoi. Donc on est dans une folie de logique de fonctionnaire. Absolument d'accord avec vous, je l'avais écrit sur Facebook il y a quelques jours, les épurations successives vont nous aboutir à faire qu'il n'y aura plus dans les cabinets ministériels et dans le gouvernement que des fonctionnaires. D'ailleurs, Cahuzac était, paraît-il, le seul non-fonctionnaire de ce gouvernement, ce qui est quand même paradoxal. Mais je vais revenir moi aussi en arrière comme Daniel sur les questions européennes. Vous faites, moi aussi, partie de la génération de 68 et nous faisons partie de ces gens nombreux de la génération de 68 qui ont réinvesti leur idéal de l'époque dans la construction de l'Europe. On y a retrouvé, vous le faites-y remarquer à l'instant, des gens qui avaient d'autres idéaux que les nôtres de départ, des libéraux, des sociodémocrates, des démocrates chrétiens. Et effectivement, ce clivage pro-européen, pro-intégration, disons fédéraliste, transcende largement les clivages politiciens habituels entre droite et gauche. Mais reconnaissez que dans la période que nous traversons, et vous venez de citer vous-même l'exemple de Chypre, qui est l'exemple même d'une décision désastreuse, on a vu à ce moment-là, et à d'autres moments de la crise, que les cultures politiques, que les intérêts des peuples et des États et des nations européennes pouvaient diverger. Le Nord redoute l'inflation, le Sud, au contraire, y a eu souvent recours, et beaucoup de voix s'élèvent aujourd'hui pour réclamer une pause dans la construction européenne. Beaucoup de gens disent que ce que vous proposez, par exemple, en ce moment, c'est-à-dire un budget européen, une autorité budgétaire européenne unique, ce n'est pas le moment, ce n'est pas possible, parce que les populations n'en voudraient pas. Imaginez qu'aujourd'hui, on harmonise la fiscalité européenne sur le niveau moyen. Ça veut dire que nous, qui sommes 9 points au-dessus des Allemands, nous devrions baisser nos impôts et nos dépenses publiques de manière radicale. La culture française ne le supporterait pas. Non, Daniel Cohn-Bendit. Oui, je crois que moi, je dis pas harmonisation, je dis convergence fiscale. Parce que c'est pas la même chose. Par exemple, il faut une convergence fiscale sur le socle de la fiscalité sur les entreprises. Et il faut une convergence fiscale sur l'évaluation. L'exemple de Google est parlant. Vous ne pouvez pas avoir une entreprise qui donc fait des affaires en France ou en Allemagne ou je ne sais pas où, qui a son siège en Irlande, qui transfère de l'argent à une fondation en Hollande, qui elle-même transfère l'argent aux îles Caïmans pour revenir à Google. Je veux dire, c'est ça qu'il faut. Donc la convergence fiscale, c'est la convergence de la réglementation fiscale pour que on en arrive quand même à quelque chose de très simple aujourd'hui. Eh bien, les entreprises et les gens payent leurs impôts là où ils font leurs affaires. C'est pas très compliqué, hein. Non, je veux dire, je demande pas la révolution armée, là. Je veux dire, hein, voilà, c'est ces choses-là qu'il faut d'abord créer. Et là, on aura une autre sécurisation en Europe. C'est comme sur les paradis fiscaux. Si quelqu'un a de l'argent et qu'il
transfère son argent dans une autre banque, dans un autre pays, et que la banque signale ce transfert, les choses sont réglées. Les choses sont réglées. Pas de pause dans l'intégration. Non, je crois. Moi, je dis que la pause dans l'intégration. Par exemple, la difficulté du budget aujourd'hui, l'Europe devrait avoir l'intelligence de sortir du déficit, du calcul du déficit, la contribution à l'Europe. Et de dire, parce qu'on en a besoin. Et deuxièmement, d'arriver aux ressources propres. Si vous faites une taxe sur les transactions financières européennes, c'est 55 milliards par an. Le budget européen, c'est 100 milliards. Donc vous avez une contribution qui ne touche pas les citoyens, mais qui touche les flux. Vous taxez les flux. Vous taxez à 1% tout coup de téléphone ou contact Internet fait en Europe. Pas pour les citoyens, mais vous prenez à ceux qui gagnent énormément d'argent. Et ça alimente le budget européen. Donc, vous donnez une capacité à l'Europe, justement, d'après là où se font les affaires. Juste deux petits mots, Daniel Cohn-Bendit, sur la question sur l'Allemagne, justement. Tout de même, quand on parle ici chaque fois du modèle allemand, qui irrite, ou que l'on dit que les Allemands font la morale à l'Europe et que ça irrite l'Europe et que ça nuit à la cohésion européenne, tout de même, l'Allemagne, en tant que telle, aujourd'hui, les bons chiffres économiques masquent tout de même, enfin, on ne les masque pas, mais vont avec une précarité grandissante, incarnée par les mini-jobs qui sont de plus en plus critiqués au sein de la société allemande. Et puis, vous avez dû voir que mardi 9 avril, une étude de la Banque Centrale Européenne place l'Allemagne comme une première puissance économique du continent, certes, mais qui dispose du patrimoine médian par ménage le plus faible de la zone euro, avec 51 400 euros. Les citoyens allemands, donc, ainsi désignés par cette étude. Oui, alors il y a trois choses là-dessus. C'est toujours très intéressant. Il y a trois choses. C'est vrai que l'Allemagne, le gouvernement allemand fait une erreur fondamentale. Même si, imaginons que ce que propose le gouvernement allemand pour, disons, relancer l'Europe, c'est-à-dire cette politique de rigueur budgétaire, ça soit la bonne politique. Imaginons, je ne crois pas, mais imaginons. Si elle n'est pas comprise par les autres, on ne peut pas l'imposer comme ça. C'est démocratiquement, c'est parce qu'on se met dans une situation d'hégémonie, même si on ne la veut pas, qui est contraire justement à la base de la construction européenne. Ce que Mme Merkel ne comprend pas, c'est que justement pour arriver à un équilibre budgétaire, pour arriver à un équilibre économique, eh bien parfois il faut faire des détours. Et que là où on ne dit pas la vérité, c'est quand Schröder a lancé ses réformes du marché du travail, ces réformes, il l'a fait au prix d'une augmentation du déficit public allemand. Il a fait effectivement un détour, il a fait ses frics à la deuxième fois. Moi je dis qu'il faut, et c'est pour ça que je dis, dans les calculs de déficit des pays et tout ça, il faut sortir ce qui est justement un investissement pour l'avenir. C'est vrai, et c'est vrai qu'en France, et là le gouvernement français n'a pas tort, quand il dit le déficit structurel diminue. Donc ça va là dans la bonne direction. Maintenant, il y a la France est un pays, c'est vrai, qui fonctionne, si vous voulez, sur l'investissement de l'État. Et comment arriver que la France parte à la reconquête d'une structure économico-industriel et de services, disons, dans tout le pays. Parce que ce qui fait la force de l'Allemagne, c'est pas l'investissement étatique, c'est la force de toutes les petites et moyennes entreprises qui créent de plus en plus d'emplois. C'est là où l'emploi est défendu, c'est là où aujourd'hui le chômage baisse en Allemagne. C'est vrai que l'Allemagne est une société inégalitaire, c'est vrai. C'est une société fondamentalement inégalitaire, mais qui fonctionne. La France est une société fondamentalement inégalitaire, mais qui ne fonctionne pas. Égalitaire. Non, elle est inégalitaire. Elle est inégalitaire. C'est pas vrai que la France et la République n'est pas égalitaire. La différence entre les riches et les pauvres, elle est énorme en France. La différence entre les riches et les pauvres, elle est énorme en Allemagne. Mais c'est vrai qu'en Allemagne, aujourd'hui, les gens ont l'impression que qu'un cas, ils peuvent s'en sortir, et d'ailleurs, vraisemblablement, Mme Merkel va gagner les élections. Pourquoi écrivez-vous que Hollande et Hérault fonctionnent avec le disque dur d'un autre siècle ? C'est vers la fin du livre, ça. Parce que dans tout ce qui est la transformation écologique, ils sont à côté de la plaque. Et Hérault, je vous donne l'exemple de Notre-Dame-des-Landes. Quand on a pensé Notre-Dame-des-Landes, c'était décrit dans le projet, c'est le Concorde qui va de Notre-Dame-des-Landes à New York.
C'était leur premier projet dans les années 60. Il n'y a plus de Concorde. Il y a d'autres avions à la place du Concorde. Mais c'est pas vrai, parce que personne n'ira de Notre-Dame-des-Landes à New York. C'est pas la structure. Aujourd'hui, on est dans un modèle de développement qui n'est plus le modèle de développement aujourd'hui. Si vous avez les TGV qui vont partout, vous n'avez pas besoin de ces aéroports. Les Allemands font la même erreur. Vous avez une multitude de petits aéroports. Kassel, ils ont aujourd'hui ouvert un aéroport où 4 jours par semaine, il n'y a aucun avion qui décolle. Et à part l'aéroport, pourquoi ils ont un disque dur de notre siècle ? Parce que tout ce qui est la transformation écologique, il reste sur l'idée de production de l'énergie du siècle passé, se basant par exemple sur le nucléaire. Aujourd'hui, vous avez des grandes entreprises qui sont incapables aussi d'élargir, si vous voulez, notre compétitivité. Je vous donne un exemple. L'agriculture. La France défend l'agroalimentaire. Mais aujourd'hui, chaque jour en Europe, 200 000 ferment. C'est-à-dire des productions agricoles, parce que si on ne soutient pas, et c'est eux qui créent du travail, il y a des tas de gens qui s'établiraient dans les campagnes si vous avez 80% des subventions agricoles qui vont à 20% des producteurs. 80 à 20. Moi, je veux qu'il y ait 80% des subventions agricoles qui aillent à 80% des petites entreprises. Donc, on voulait plafonner, nous, on a proposé de plafonner les subventions à 100 000 euros. Non, on n'a pas voulu parce que 500 000 euros, c'est 1000 productions en France. Voilà, et c'est ça le disque dur du passé. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, l'agroalimentaire, il se défend tout seul. Il n'a pas besoin des subventions. Alors, le passé, regardez comme vous êtes, on arrive dans la dernière ligne droite, c'est vraiment vendredi. Daniel Salah, parce que vous voyez... Un peu nostalgie, parce que j'ai quelques années de plus que vous, mais pas tant que ça. Et j'étais en première année de chargé de cours à Nanterre quand vous étiez le Cohn-Bendit de 67-68. Donc, nous étions ensemble. Et je ne vous ai pas revu depuis ce temps-là, sauf sur les écrans et en vous lisant. C'est drôle, quand même, c'est amusant. Voilà. Et alors, moi, ce qui me frappe, c'est qu'en vous lisant et en voyant l'évocation que vous faites de cette période, il y a quelque chose qui est un fil rouge qui court dans toute votre activité. Oui, rouge, c'est le bon mot. Un fil rouge, oui. Et c'est cette phrase que je partage entièrement, mais je ne sais plus très bien comment faire. C'est ce que vous voulez, c'est la capacité des individus à se réapproprier collectivement leur activité. Individus réappropriés collectivement. C'est bien, moi aussi, ce qui m'anime. Moi, mon castor, c'est Simone de Beauvoir. Votre castor, c'est Castoriadis. Oui. Mais c'est quand même ça, la phrase. Il y a les deux castors, oui, le castor de Beauvoir et le castor de Castoriadis pour Daniel Cohn-Bendit. Oui, c'est vrai que ça, c'est un rêve. J'avoue que c'est un rêve, mais ça reste une maxime. Et c'est vrai que, pourquoi je suis désorienté, c'est vrai que je ne veux pas supprimer les partis politiques. Il n'y a pas de démocratie sans partis politiques. Je dis simplement, j'aurais dû dire, je ne supporte pas les partis politiques. C'est ma contradiction. C'est une vie infernale. Et que justement, dans les partis politiques, c'est le lieu où, dans les mouvements où l'individu restant une personnalité autonome, ne se sacrifiant pas pour l'organisation, eh bien arrive à faire émerger avec les autres une position collective. Ça reste un rêve, une utopie, et c'est pour cela que je me base, même si vous avez raison, on est des fois franchement déçus. Avez-vous eu le temps, Daniel Cohn-Bendit, de voir le film d'Olivier Assayas après mai? Parce qu'après tout, l'histoire de mai 68 a été beaucoup faite finalement, mais l'après peut-être un peu moins. Il raconte. Non, mais moi, le film en ce moment politique, le film politique le plus impressionnant, c'est No. Il faut aller voir No, le film chilien. Ah oui, d'accord. Le film chilien, c'est un très très grand film parce qu'il vous explique sur une campagne électorale. Alors, même si c'est pas vraiment les campagnes locales, c'est pas les mêmes, il vous explique, mais pourquoi vous voulez faire une campagne? Et si vous faites du misérabilisme, eh bien, ça peut pas marcher. Il faut, dans une campagne, donner, non pas une vision aux gens, dire ça va mal, mais voilà où on veut aller. Et quand on veut, et c'est si on ne donne pas, et c'est la même chose dans la crise, il faut donner aux gens, on peut s'en sortir. Et ce que vous avez dit tout à l'heure décrit que les choses évoluent. Mais maintenant, comment on peut les réorganiser pour que ça évolue pas en dépit
et contre certaines régions, ben voilà notre problème. Mais on peut s'en sortir. Et c'est cet espoir-là qu'il faut donner aux gens. Alors, un film à voir, No, et un livre éventuellement que vous êtes en train de lire, puisque je vais vous faire le coup de littérature club. Un livre, mais c'est en allemand, d'un juif laïque suisse qui a écrit un livre qui est en moitié en yiddish en Suisse, qui a un succès énorme. Et c'est l'histoire d'un jeune garçon juif qui cherche une femme et sa famille. C'est pas des musulmans, je parle, c'est des juifs, qui sa famille lui présente une juive après l'autre, et puis tout d'un coup il tombe amoureux d'une goye, et là c'est le drame. Mais c'est très très drôle. Meyer il s'appelle. Ce que je lis par hasard, c'est en allemand. On attendra la traduction. Merci.